Patrick, lui, est détenteur d'un bac en génie agro à l'Université Laval. Il est venu à l'IRDA en 2010 comme étudiant à la maîtrise. À ce moment-là, il était étudiant à la maîtrise à Laval, puis il travaillait à l'IRDA en même temps. Il a ensuite terminé en 2017 un doctorat en génie à McGill, génie des bioressources à l'Université McGill, alors que ses travaux de recherche réalisés à l'IRDA portaient sur la production de biochars comme outil de séquestration du carbone. Donc, pyrolyse, de biochars produits par pyrolyse. Ensuite, en 2019, il a fait un stage postdoctoral à l'INSA à Toulouse, ce qui lui a permis d'acquérir une expertise en analyse du cycle de vie. Patrick, maintenant, occupe un poste de chercheur en génie agro à l'IRDA depuis 2022. Ses activités de recherche visent à développer des solutions innovantes pour la valorisation et la gestion intégrée des sous-produits agricoles. Dans le cadre de son travail, Patrick a développé une expertise en lien avec la mesure des émissions de polluants dans l'air provenant des diverses pratiques, dont l'épandage des fumiers et le traitement des lisiers. Sa conférence s'intitule « Réduire les émissions de GES en production porcine par l'adoption de pratiques innovantes de gestion des lisiers ». Patrick? Merci Stéphane pour l'introduction. Donc, comme Stéphane le disait, de mon côté, je vais un peu revenir sur toutes les stratégies qui ont été présentées par les conférenciers avant moi pour établir quelques scénarios, pour voir c'est quoi l'impact de ces pratiques-là sur un scénario de référence. Mais avant d'aller plus loin avec l'étude de cas, je vais vous présenter une partie plus théorique. Donc, tout d'abord, le portrait des émissions de l'agriculture au Québec. Donc, on émet près de 8 mégatonnes de CO2 équivalent. Puis, comme vous pouvez voir, c'est la fermentation entérique qui représente la plus grande partie de ces émissions-là, principalement à cause de la fermentation entérique des bovins. Donc, c'est un peu différent de ce qu'on voit dans le porc, où l'alimentation et le lisier prennent plus de place. Et c'est suivi de la gestion des fumiers et de la gestion des sols. Si on va plus en détail pour voir c'est quels gaz qui ont cet impact-là sur l'émission totale de GES, en fait, on voit que c'est principalement le N2O et le méthane. En ce qui concerne la gestion du fumier, on a principalement du méthane, encore une fois dû aux conditions anaérobiques, principalement dans l'entreposage du liquide. Puis, on a aussi le N2O qui vient principalement des sols agricoles. Joanne vous a présenté tout à l'heure les facteurs, le potentiel de réchauffement climatique. Donc, dans les bilans, dans les inventaires nationaux, on utilise les facteurs qui sont ramenés sur 100 ans, donc qui sont mis à jour périodiquement par le GIEC. Donc, dans les bilans que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est les facteurs de l'AR5 qui sont utilisés. Sauf qu'il y a aussi les facteurs, les potentiels de réchauffement climatique sur 20 ans. Eux ne sont pas utilisés dans les bilans globaux. Mais cependant, on voit que où ce qu'il y a une différence, c'est principalement au niveau du méthane. Donc, il y a un potentiel de 80 par rapport au CO2 sur 20 ans, comparativement à 27 ou 28 sur 20 ans, sur 100 ans. Donc, c'est pour ça qu'on a avantage à travailler sur le méthane, finalement, parce que c'est un gaz à cycle court qui va se détruire rapidement dans l'atmosphère. Donc, plus on réduit le méthane, plus on va avoir un impact rapidement sur les changements climatiques. Maintenant, je vais vous présenter quelques équations qui sont utilisées dans les modélisations, dont dans les bilans que Sylvestre vous a présentés ce matin. Principalement pour vous montrer c'est quoi les impacts c'est quoi les facteurs qui ont un impact sur l'émission de chacun de ces gaz-là. Tout d'abord, le méthane émis dans les fosses à lisier. Il y a principalement 3 facteurs. Donc, évidemment, ça dépend des solides volatiles. Donc, plus il y a de solides, plus on va avoir de méthane. Ensuite, il y a un facteur qu'on appelle le potentiel maximum de production de méthane, qui, lui, est différent selon chaque type de lisier. Donc, pour le porc, il est relativement élevé comparativement à d'autres types de lisiers. Donc, c'est le méthane qui va être produit dans des conditions optimales. Ensuite, il y a le facteur de conversion du méthane qui, lui, va dépendre de la température et des conditions dans la fosse. Donc, c'est des facteurs qui ont été définis. Bon, pour le Québec, on utilise normalement un facteur à 12 degrés Celsius qui est de 20 % pour le porc. Puis, lorsqu'il y a de la formation de croûte à la surface, bien, ça réduit les émissions de méthane, étant donné qu'on crée des conditions aérobies.
Le N2O, donc encore une fois, c'est l'azote excrété dans les lisiers. Puis il y a un coefficient qui va dépendre, encore une fois, à la surface s'il y a de la croûte ou non. Donc en condition anaérobie, donc il n'y aura pas de N2O qui va être émis. On a également, comme on a parlé plus tôt, les émissions d'N2O indirectes. Donc, c'est causé directement par la volatilisation de l'azote, donc les émissions d'ammoniac. On a deux facteurs. Ici, on a le facteur de l'azote qui est volatilisé, qui dépend du type de lisier. Puis, on a un coefficient d'émission. Donc, c'est ici 1,4 %. Ça signifie que 1,4 % de l'azote qui va être perdu sous forme d'ammoniac va être redéposé au sol pour il va émettre du N2O. Et finalement, on a deux équations pour les émissions du sol. Donc, les émissions d'N2O du sol, bon, c'est quand même un processus complexe, les émissions du sol qui dépendent de plusieurs facteurs. On a, par exemple, un facteur qui dépend de la topographie, des précipitations et du type de sol. On a aussi un facteur ici pour considérer que même l'hiver, il peut y avoir des émissions d'N2O. Et les émissions d'N2O vont dépendre de la source d'azote et de la culture sur laquelle on va l'appliquer. Donc, un engrais inorganique, un engrais chimique va émettre plus de N2O qu'un engrais organique. Et il va y avoir aussi plus de N2O dans des cultures annuelles que dans des cultures pérennes. Et finalement, pour ce qui est de l'ammoniac, on a un facteur d'émission standard pour le Québec qui est utilisé dans les modèles du GIEC. Puis encore une fois, on a le facteur de dépôt atmosphérique qui est le même. Donc, maintenant qu'on a maîtrisé un petit peu mieux la théorie, on peut passer au scénario de l'étude de cas. Donc, l'étude de cas a été basée sur le scénario que Sylvestre nous a présenté ce matin de la ferme type. La ferme type qui a 303 truies et qui produit 7441 porcs par année. Donc, on considère dans ce scénario-là que les bâtiments sont sous plancher latté avec une vidange hebdomadaire du lisier. Et également, les modèles qui ont été faits considèrent que c'est une fosse ouverte, donc avec 2 vidanges par année, au printemps à l'automne. Et comme Sylvestre le disait, on considère qu'il y a une partie du lisier qui est exportée, donc c'est 65 % du lisier qui est épandu à la ferme et qui va être comptabilisé dans le bilan. Donc, c'est un épandage de surface également. Donc, voici le portrait des émissions de GES de la ferme type. Donc, de mon côté, je présente en émissions totales. Puis, à chaque fois que je vais vous présenter le bilan GES, ici, j'ai un équivalent en émissions d'une automobile, finalement, de la combustion des gaz d'une auto, qui va produire sur 15 000 km. Donc, une ferme type, finalement, représenterait 1185 véhicules qui roulent 15 000 km par année, à 8 litres au 100 km. Puis, bon, le bilan ici est presque le même que celui d'Agriculma, mais on a fait des hypothèses un petit peu différentes pour le N2O. Donc, on suppose qu'il n'y a pas d'N2O à la ferme. Puis, le N2O, finalement, va être principalement émis du bâtiment. Donc, si on regarde plus en détail ce qui concerne seulement la gestion du lisier, c'est près de 70 % qui est à l'entreposage. Ensuite, on a 12 % du méthane qui est au bâtiment. Donc, ça, dans les modèles du GIEC, ce n'est pas nécessairement implicite, la proportion bâtiment-fosse. Donc, selon la littérature et les données qu'on a prises, on estimait qu'il y a environ un 15 % qui vient du bâtiment et le reste de la fosse. Puis, les autres postes d'émissions principaux sont à l'épandage, donc les émissions directes d'N2O et les émissions indirectes. Donc, on voit qu'il faut travailler principalement sur les émissions de méthane à l'entreposage. Donc, c'est pour ça que dans le premier scénario que je vous présente, donc je vais vous présenter 3 scénarios. Le premier, c'est un scénario dans lequel on améliore les pratiques de gestion du lisier. Donc, c'est un scénario qui ne nécessite pas d'investissement particulier, mais qui peut quand même avoir des contraintes techniques, dont
Donc, par exemple, à l'entreposage, dans ce scénario-là, on suggère ce que Joanne nous a présenté tout à l'heure, donc une vidange complète au printemps, puis un épandage additionnel à l'été. Au bâtiment, donc on suggère ici ce que Stéphane nous a présenté, une vidange plus fréquente, puis de réduire la température pendant la période froide de 19 à 17 degrés. Et finalement, à l'épandage, donc comme Laurent nous a présenté, on réduit les émissions d'ammoniac en incorporant le lisier. Donc, on propose d'incorporer et également de faire l'épandage au moment opportun, donc en absence de grosses pluies et de vent. Donc, pour chaque scénario, j'ai appliqué des facteurs de réduction, les facteurs de réduction que mes collègues vous ont présentés précédemment. Je reviens rapidement sur chaque facteur de réduction que j'applique. Donc, au bâtiment, la vidange fréquente et la température réduite. Grâce à la température réduite, on peut réduire de 24 les émissions d'ammoniac et la vidange fréquente nous permet de réduire les émissions de méthane de 55 Ensuite, à l'entreposage, dont les 3 vidanges et l'élimination de l'inoculum au printemps nous permettraient de réduire de 64 le méthane si on n'a pas considéré de réduction additionnelle d'ammoniac. Et l'épandage avec incorporation, donc on réduirait de 63 les émissions d'ammoniac. Donc, en appliquant ces pratiques-là et les facteurs d'émission que je viens de vous présenter, on réduit notre bilan de la gestion du lisier de 53 Donc, on passe à 179 véhicules ici. Évidemment, l'entreposage est encore le plus grand poste d'émission, même si on a réduit considérablement les émissions à l'entreposage. Et donc, c'est finalement l'épandage au champ, les émissions d'N2O qui représentent le deuxième poste d'émission, étant donné que l'incorporation, ça n'a pas été démontré qu'on réduit directement les émissions d'N2O, même si dans certains cas, on pourrait les réduire. Donc, ça dépend beaucoup du type de sol. Mais on n'a pas appliqué de facteur de réduction pour le N2O. Donc, c'est un scénario quand même très intéressant pour le scénario sans investissement nécessaire. Les 2 prochains scénarios vont inclure des nouvelles technologies. Donc, on pourrait parler de scénarios du futur pour les nouvelles fermes ou de fermes qui pourraient faire des investissements pour inclure des nouvelles technologies. Donc, c'est des scénarios sur lesquels on travaille à l'IRDA aussi, pour lesquels on a généré des données expérimentales pour améliorer les facteurs, pour préciser les facteurs d'émission. Tout d'abord, le scénario de séparation du lisier, donc on en a parlé déjà précédemment. On suggère d'ajouter la gratte en V au bâtiment. Ensuite, de gérer la fraction solide et la fraction liquide séparément, donc la fraction liquide par aération et la fraction solide par digestion en aérobie. Ensuite, on entrepose les 2 fractions traitées et on les utilise pour une fertilisation de précision. Donc, dans ce cas-là, on pense avoir besoin moins de fertilisants de synthèse. Donc, quelques détails sur le bilan de masse de la séparation au lisier du bâtiment. Donc, Stéphane nous a parlé des pourcentages de séparation, mais au niveau du bilan, voici ce que ça donne. Ce qui est intéressant, c'est que si on regarde les solides volatiles, donc on a 454 tonnes de solides volatiles dans le lisier brut. Donc, on se rappelle que c'est les solides volatiles qui vont causer les émissions de méthane. Et en séparant, il en reste seulement 21,6 tonnes dans la phase liquide, même si on retrouve 8550 tonnes de liquide. Et on retrouve 4600 tonnes de solides avec une grande majorité des solides volatiles. Aussi, ce qui est intéressant, c'est le phosphore. Donc, on a une phase liquide qui est très faible en phosphore comparativement au solide. Et l'azote qui est séparé entre les 2 phases. Donc, quelques mots sur les traitements des 2 fractions. Donc, à l'IRDA, on teste présentement un digesteur anaérobie en voie sèche pour traiter la fraction solide.
On opère en conditions mésophiles, donc autour de 35 degrés. On est en train de faire des tests avec ce prototype-là, mais jusqu'à maintenant, on a obtenu une production de méthane intéressante. Donc, on a retrouvé près de 60 de méthane dans le biogaz. Donc, les essais sont toujours en cours. Puis, bon, le digesta qu'on obtient de la digestion en aérobie, pour pouvoir l'entreposer, on veut réduire sa teneur en eau le plus possible. Donc, on suggérait un peu ce qui est fait. C'est ce qui est fait chez Coop Carbone, par exemple, de séparer avec un séparateur à membrane pour monter sa teneur en solide à 33 %. Puis, on suggère pour la fraction liquide, un traitement aérobie, donc pour stabiliser la fraction liquide, ce qui réduit les odeurs et les E. coli, coliformes, donc comme Stéphane nous a présenté. Donc, les facteurs de réduction, pour ce scénario-là, on a 56 % moins d'ammoniac et 53 % moins de méthane au bâtiment. À l'entreposage, donc incluant les traitements, le scénario permet de réduire de 55 % les émissions en CO2 équivalent. Puis, à l'épandage, on a notre 65 % de réduction d'ammoniac, mais ici, on n'a pas considéré les réductions des besoins en engrais inorganiques. Donc, étant donné qu'on va faire une fertilisation plus de précision avec nos deux fractions. Puis également, on réduirait les émissions de GES associées au transport, étant donné qu'on pourrait épandre la fraction liquide plus près de la ferme. Donc, c'est moins de liquide à transporter sur de longues distances. Donc, ici, on a le bilan pour ce scénario-là qui permet encore une réduction de près de 50 % si on ne valorise pas le biogaz. Donc, dans ce cas-là, on détruit seulement le biogaz avec une torchère. C'est quand même intéressant parce qu'on réduit de 50 %. On voit que les émissions sont réparties entre plusieurs pouces d'émissions, dont il y a près de 17 %. On peut noter que c'est des émissions fugitives. Oups, désolé. Oui, c'est à peu près 1 % de perte de méthane fugitif qui est considéré dans le bilan. Puis, si on valorise le biogaz, bien là, c'est là que le scénario devient vraiment intéressant. On a fait l'exercice que si on remplace du propane pour le chauffage avec l'équivalent du biométhane qu'on produit, donc on va se retrouver avec un scénario négatif pour la gestion du lisier seulement. Donc, on va avoir 390 tonnes négatifs. Et dernier scénario, bon, c'est d'autres technologies qui nous ont été présentées. Au bâtiment, on adopterait la lisiothermie, donc c'est ce que Catherine vient de nous présenter. À l'entreposage, l'acidification. Et à l'épandage, on conserve toujours l'incorporation. Donc, les facteurs de réduction, la lisiothermie, donc c'est des moyennes, ce que Catherine nous a présenté tout à l'heure, 75 % de réduction d'ammoniac et 50 % de méthane. À l'entreposage, bon, dans des conditions optimales, avec une réduction du pH entre 5,5 et 6, on peut s'attendre à une réduction d'ammoniac de près de 70 % et de méthane de près de 80 %. Et à l'incorporation, donc on a conservé un 65 % d'émissions d'ammoniac en moins. Donc, voici l'impact global sur le bilan. Donc, on se retrouve ici à 132 véhicules. Les émissions de l'entreposage sont toujours la principale source d'émissions, suivie par les émissions d'N2O au champ et le méthane au bâtiment. Donc, conclusion. Ici, bon, j'ai ramené les facteurs d'émission à l'échelle de la ferme pour montrer ce que ça représente à l'échelle de la ferme. Donc, le scénario 1, qui est le scénario sans investissement majeur, permet de réduire de 17,3 % les émissions de CO2 équivalent à l'échelle de la ferme. Ensuite, on a le scénario 2, qui permet de réduire de 16 % sans valoriser le biogaz, mais jusqu'à près de 50 % si on valorise le biogaz. Donc, on voit avec ce scénario-là, si on fait des efforts ailleurs, particulièrement pour l'alimentation, ben on peut penser à tendre vers une production carboneutre.
Puis finalement, le scénario lisiothermie-acidification est aussi intéressant, donc dépasse une réduction de plus de 20 %. Donc, à retenir, c'est les fosses finalement qui génèrent plus de 22,5 % des émissions à la ferme. Donc, c'est essentiel de travailler sur la réduction du méthane des fosses. Également, limiter la volatilisation de l'azote tout au long de la chaîne permet de réduire les émissions d'N2O. Toutes les émissions, tous les gaz dépendent des facteurs externes qu'il faut tenir compte. Également, les pratiques qui interagissent l'une avec l'autre, donc peut avoir un impact sur les facteurs de réduction. Et il y a toujours des projets de recherche en cours et à venir qui nous permettront d'affiner les facteurs d'émission pour les différentes pratiques, dont l'acidification et la digestion anaérobie de la fraction solide, là, des projets qui sont encore en cours à l'IRDA avec nos différents collaborateurs. Donc, justement, merci à tous nos collaborateurs et à nos partenaires financiers. Patrick, question? On aura le temps pour deux questions. Yvan. Merci, Patrick. Tu l'as dit très, très rapidement, puis juste une fois, mais puis j'ai pas eu le temps de tout comprendre. Si on faisait l'étape de la torchère, le gain qu'on faisait, c'était quoi? C'est tout ça que tu mentionnais, mais tu l'as dit trop vite, puis je l'ai manqué. Oui, on réduit les émissions de la gestion du lisier de près de 50 % tout de même si on ne valorise pas le biogaz. C'est ça. Puis ça, c'est-tu en condition que 50 % même si on sait que la torchère, l'hiver, elle ne peut pas marcher parce qu'il ne se fait pas beaucoup de méthane. Là, le fumier ne bouge pas. Je veux dire, il ne travaille pas. Oui, c'est sûr, c'est théorique. Là, il y a des contraintes, mais ouais, en conditions optimales, disons. Ouais, on peut s'attendre, c'est le maximum. OK. La température extérieure. Mettons en hiver ou en été, le bioréacteur. Ah ouais, bien ça, j'imagine que oui. Oui, le bioréacteur ferait la même job. Oh, bonjour. Vincent Guimond-Hébert chez Olimel. Merci pour toutes les présentations aujourd'hui. C'est vraiment un eye-opener pour moi de voir tout ce qui se passe comme potentiel de réduction à la ferme. Je pense qu'un des éléphants dans la pièce qu'il y a, c'est le volet économique. Là. Investir dans tout ça pour un éleveur aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est simple. Au Québec, actuellement, on a le marché du carbone qui est en place. Je sais qu'il y a une présentation qui s'en vient un petit peu plus tard sur le marché du carbone. Je pense qu'il y a un potentiel d'aller chercher des protocoles qui sont liés à toutes ces technologies-là, puis de les faire reconnaître, autant sur le marché volontaire que sur le marché réglementé, pour pouvoir éviter, en fait, ramener des dollars à la ferme d'une certaine manière avec des crédits compensatoires ou éventuellement des allocations qui seraient créées là, à même le système du gouvernement. Est-ce que vous avez déjà réfléchi au fait de commencer à composer des protocoles comme ça qui permettraient d'éviter des fuites de capitaux? Nous, chez Olimel, on a acheté pour 100 000 $ de crédit l'année passée, mais il y avait juste des projets compensatoires qui étaient aux États-Unis pour du capping de sites d'enfouissement, par exemple. On préférait de loin acheter des crédits compensatoires qui viendraient de la filière là, directement. Puis c'est vrai pour les Rio Tinto Alcan, la pétrochimie, aluminium, ciment, etc., qui eux aussi sortent leur chéquier une fois par année pour aller investir puis acheter des crédits compensatoires. C'est quelque chose que vous avez réfléchi de vous pencher à l'étape suivante d'écrire des protocoles comme ceux-là. Là. Oui, c'est sûr. Comme tu dis, ça pourrait être l'étape suivante. C'est sûr, présentement, on a des données avec les technologies. On les teste plutôt à l'échelle pilote. Mais si on passait à l'échelle suivante, bien là, on pourrait avoir des données plus fiables qui nous permettraient d'avoir plus confiance en nos données pour développer ces protocoles-là. Donc, je pense. Il y en a juste un qui est en place depuis 2014, puis c'est celui de capping des fosses, puis il n'y a aucun projet d'enregistrer. Si vous cherchez des partenaires, nous, chez Olimel, on est prêts à prêter nos installations puis à s'investir là, pour amener ça un petit peu plus loin. Là. Donc, gardez-nous dans la loupe là, je pense que pour les prochaines étapes. Là. Les prochaines étapes, c'est d'aller plus loin et d'avoir d'autres protocoles parce que les choses changent et puis comme disait Patrick, ça nous prend un peu de précision puis il demande, mettons, c'est ça, si quelqu'un a un audit à faire, si on établit un protocole, il faut quand même avoir des cibles puis c'est pas toujours facile. On avait été invité
On a participé à l'écriture de ce protocole-là, là, mais il n'y a rien de parfait. Soit dit en passant, moi, je m'occupe du développement durable chez Olimel, puis on a comptabilisé les demandes qu'on reçoit de clients mondiaux, là, de plus de 65 pays, puis on reçoit en moyenne un peu plus d'une demande de nature ESG, environnementale, sociale, puis de gouvernance par jour, puis ça ne fait qu'augmenter. Je pense qu'on a le potentiel de positionner un produit différencié sur le marché avec tout ce qu'il y a ici. Puis en plus de ramener du dollar dans la poche du producteur, on a un contexte au Québec et au Canada qui est unique par rapport à ça. Puis moi, je suis client-facing. Hier, j'étais avec Sobase, puis ils nous questionnent qu'est-ce que vous faites sur votre chaîne d'approvisionnement pour réduire, puis comment est-ce qu'on peut en bénéficier. Fait que même une compagnie comme Sobase pourrait, ou Costco, ou Loblaws, ou Cisco, pourrait être intéressée à dire, ben moi, j'ai investi là-dedans, puis j'ai le goût d'avoir des résultats concrets. Là. Fait que, autant du niveau gouvernemental, parce qu'il y a des mécanismes en place, qu'au niveau des grands clients qui cherchent à réduire leur émission du Scope 3, je pense qu'on a un potentiel énorme avec tout ce que vous avez présenté aujourd'hui. Fait que, bravo pour ça. Ouais. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci, Patrick.